Alaska, c'est un mot indien, ça veut dire le grand pays, les grands étendues. Géographiquement, c'est où cet Alaska? On dirait qu'on est au bout du monde. On est à l'ouest du Canada et on est tout proche de la Russie. Il y a juste le détroit de Bering qui nous sépare de la Russie. C'est les voisins les plus proches à l'ouest. C'est la 50e étoile des États-Unis? C'est le dernier État des États-Unis, mais au niveau peuplement, il y a eu les premières migrations d'Amérindiens il y a à peu près 25 000 ans. C'est le peuplement blanc qui est très récent à ruée vers l'or il y a 100 ans. Les trappeurs qui sont venus en même temps. Actuellement, c'est encore un pays de pionniers? Tout à fait. En Alaska, on dit que c'est la dernière frontière. Et pour vous, Alaska, ça signifie quoi? Comme pour les Indiens? C'est une terre qui m'a offert à découvrir ma propre voie. Je pense que comme être humain, on a besoin de s'engager pour trouver sa voie. Et pour moi, c'est en Alaska que j'ai trouvé ma voie, dans les grands espaces et dans la solitude aussi. Par moments, je me sens comme si je mène une vie de tzigane. J'ai plusieurs métiers que j'essaie de gérer en même temps. En premier lieu, photographe animalier, photographe de montagne. J'ai travaillé comme journaliste, mais aussi pendant les dernières 8 années, j'ai travaillé comme guide un peu partout en Alaska, en kayak de mer, sur le mont McKinley. J'ai quand même une petite cabane, mais pour moi c'est un petit refuge. Cette cabane m'a apporté beaucoup au fil des années. C'est drôle parce que je me retrouve dans un contexte si immense, mais ma cabane, elle est si petite, elle mesure 4 mètres sur 4 mètres. Je n'ai pas d'eau courante, je n'ai pas de toilettes, j'ai des toilettes dehors dans la nature. Mais c'est une vie très simple, mais c'est une vie qui m'a enrichi. Et je pense que c'est en simplifiant sa vie souvent qu'on arrive à trouver ce qui est vraiment essentiel. C'est des grues qu'on entend? Oui, il y a des centaines de grues qui passent en ce moment. On est proche de l'équinoxe là. Et les migrations font partie du quotidien au printemps et en automne. Les oiseaux, ils sentent l'approche de l'hiver. L'hiver, je pense, c'est vraiment la saison qui dicte toute l'année, tout ce qui se passe. Tout est axé sur l'hiver. On commence à se préparer pour l'hiver en été ou même au printemps. On n'a jamais le temps de respirer et d'être un peu plus relax. On se prépare pour l'hiver parce que ça fait peur? Je ne veux pas dire que ça fait peur, mais l'hiver a quand même une force qui est considérable. La neige, la glace, aussi le manque de lumière. C'est pas facile de vivre en Alaska en hiver. C'est pas facile pour les êtres humains, c'est pas facile pour les animaux. Le froid, ça veut dire quoi? Le froid, ça veut dire entre moins 20 et moins 50. Avec le vent, peut-être moins 80 degrés. Moins 80 degrés? Le vent peut souffler très fort là-haut? Oui, parce qu'il n'y a rien qui le retient. Et souvent, il y a des tempêtes qui viennent de la Sibérie. On dirait qu'ils balayent toute l'Arctique. Le vent qui va de la Sibérie jusqu'au Groenland et qui ne s'arrête pas. Il faut être préparé pour l'hiver. Si on est mal préparé, si on n'a pas assez de graisse, en étant animal, on ne va pas survivre. Même pour les êtres humains, si on n'a pas coupé assez de bois ou pas assez de nourriture dans le réfrigérateur, on ne va pas passer l'hiver. C'est un aspect de ma vie en Alaska que j'adore beaucoup. C'est de pouvoir récolter les fruits de la nature, que ce soit les baies ou le saumon ou de chasser le caribou. Pour moi, c'est un élément très très important. Ça m'offre une relation avec la nature qui n'est pas juste contemplatif, mais où j'ai vraiment une interaction directe avec l'environnement. Vous avez un beau camper, vous en servez pas. Pourquoi? J'utilisais le camper pour monter ici dans le nord, mais j'aime dormir à la belle étoile.
J'aime dormir sur la terre. Je ne le fais pas tous les jours malheureusement, mais si je peux, j'en profite. J'ai juste monté une petite bâche pour me protéger de l'humidité, mais autrement, c'est un camp assez minimaliste en fait, mais pour moi c'est tout le confort dont j'ai besoin. Et qu'est-ce qui va vous protéger du froid alors? Sac de couchage, je vais boire 2 litres avant de me coucher. 2 litres 2 litres de thé chaud. J'ai eu peur. Ben, l'hydratation est clé pour rester bien chaud. Il n'y a pas des ours qui se baladent par là? Ben oui, il y a les ours, il y a des caribous, il y a des loups aussi, mais moi je les crains pas du tout. Et demain matin aux aurores? Je partirai aussitôt que possible avant le lever du soleil. On bénéficie quand même assez de longues journées, même maintenant. Je me lèverai, je pense, à 4 ou 5 heures et je partirai vers 6 heures. Pour traverser la rivière? Je vais traverser la rivière et ensuite je traverserai les premières collines, quelques petites vallées, j'irai à la rencontre des caribous. Je pense que c'est une des dernières journées pour traverser la rivière. Il a quand même bien gelé de nouveau cette nuit. Il me reste peut-être encore 3 ou 4 jours pour chasser. Vos terrains de chasse ont quelle superficie? Mon terrain de chasse, la superficie, c'est des espaces infinis. On se trouve à 50 km de la mer de Beaufort. Tout au nord? Tout au nord, vraiment au bord du continent nord-américain. Le pôle Nord, on est à un peu plus de 1000 km. Pourquoi vous êtes venu si loin d'ailleurs? La raison pour voyager jusqu'au bout de la Terre, c'est que c'est un des seuls endroits où il y a encore des grands troupeaux de caribous que je peux accéder à pied. C'est aussi, j'adore me retrouver dans ce contexte, la toundra et dans ces espaces grandioses. Et il y a très peu de chasseurs qui viennent ici parce que j'ai pas le droit d'utiliser mon fusil dans une zone de 8 km qui est une zone en fait de protection de chasse. Parce que quand le pipeline a été construit, et le pipeline est pas très loin d'ici, c'est des groupements d'environnement qui sont souciés d'avoir des chasseurs qui viennent avec cette route, qui chassent à gauche et à droite. C'est pour ça qu'on a créé une zone de protection. Et si je veux chasser, il faut que je m'éloigne au moins 8 km de la route. La chasse elle-même, c'est une chasse d'approche, de patience? Étant donné qu'on est quand même dans la toundra, au-delà de la limite des arbres, il y a des petits buissons, mais c'est une longue approche. Et les caribous sont sur l'œil? Les femelles, naturellement, beaucoup plus avec leurs petits que les mâles. Les mâles, ils s'en soucient pas trop. Et j'espère que je pourrai en approcher un très près. Le but, c'est de tirer un gros mâle? J'ai droit seulement à tirer 2 mâles. Là, je vais voir ce que je vais voir. On est très près de la saison du rut. Et les mâles, la viande, c'est plus la meilleure qualité. Ça fait que je vais voir si peut-être je vais voir un mâle un peu plus jeune. Vous chassez pour amener de la viande à Fairbanks? Absolument. Le trophée, pour moi, c'est aucune significance. C'est la viande qui compte. Mais c'est aussi la relation avec le caribou, la relation avec la terre ici. C'est un peu, c'est une somme de toutes. Pour moi, c'est une expérience. Ça fait partie de la fin d'automne, de me retrouver dans ce contexte ici et de me retrouver avec les caribous et de faire partie un peu de leur vie pendant quelques jours. Et de leur mort? Et de leur mort. Et finalement, la mort fait partie de la vie. C'est pas facile de tirer un animal d'une telle grandeur. Mais j'essaye de traiter la viande et de l'animal avec le respect qu'on lui doit. Comment ils vivent les caribous actuellement? Il faut que je dise qu'en Alaska, on a quand même presque 1 million de caribous en tout. Ici, il y a juste un petit troupeau d'à peu près 30 000 caribous, mais en ce moment, ils sont un peu partout. On ne va pas avoir des troupeaux de 10 000 caribous ensemble. Ils sont dans petits groupes, 5, 10, 20 au maximum. Et ils sont vraiment partout. Ils vont quitter
ces grands étendues et vont se diriger vers les montagnes. Ils passent l'hiver dans les montagnes, ils reviennent dans la toundra au printemps et en été. Qu'est-ce qu'ils mangent dans ces gelées comme ça? En majorité, c'est des lichens. Ici, il y a très très peu de précipitations. C'est comparable au Sahara en fait, au niveau de précipitation. Ça fait que toute végétation, toute vie grandit très 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 lentement. Mais je pense que tout est parfait dans la nature. S'il y a trop de caribous qui vont brouter, il n'y aura plus de lichens, le nombre de caribous va décroître. Non, je vois quelques caribous là. À peu près 5 km. Ben, j'ai marché à peu près 4 km. Et il me reste à peu près 4 km. Mais là, il y a quelques caribous, je pense à 5 km. Comme s'ils se tenaient à la limite. La mauvaise limite pour eux. Mais je suis sûr, je ne vois pas tout le terrain, mais je pense qu'il y en a un peu plus bas. En tout cas, je vais continuer dans cette direction. Il y a le vent de l'Est en ce moment. Et, je vais essayer de les contourner et les approcher de l'Ouest. C'est très difficile parce qu'ils me verront d'assez loin. Il faudra que je sois très prudent à l'approche. Ce qu'il faut, c'est pas faire de mouvements brusques. C'est sûr que s'il y a beaucoup de mouvements, ça va effrayer. Mais par contre, si je suis très proche, si je lève mes bras, souvent, ils me voient et me confondent comme caribou. Alors ils vous prennent pour un caribou. Oui, alors il est probable que si je suis très proche des caribous, que je vais même encore les approcher en levant mes bras. C'est traite? Non, c'est pour leur montrer que je fais partie d'eux en fait. Et ça, c'est un aspect de la chasse que j'aime beaucoup, c'est de penser comme le caribou et de se sentir comme dans sa peau. J'ai passé un bout de temps dans l'Arctique canadien avec des Inuits. Nos vêtements, c'était des peaux de caribou. Et on se sentait en fait comme le caribou. Et pour moi, après quelques jours, je me sentais vraiment comme j'étais un caribou. Et on faisait la chasse sur la banquise, c'était extraordinaire. Là, on est un petit peu sur la banquise d'ailleurs. C'est aussi plat? C'est plat et le sol est gelé. La toundra, c'est une banquise de végétation. C'est pas un grand trophée, hein? Non, c'est peut-être un jeune mâle ou une jeune femelle. C'est difficile à dire. Les caribous, c'est les seuls de la famille des cervidés où les mâles et les femelles, on les boit et les perd chaque année. Il y a une partie du crâne qui est tachée au bois. Je pense qu'il y a un prédateur, que ce soit peut-être un grizzly ou un loup qui l'a tué. Il peut y avoir des grizzlies ici? Absolument, oui. Ils n'ont pas la stature d'un grizzly qu'on voit sur l'île Kodiak, par exemple, mais tout de même, on en trouve partout un peu. Il y en a peut-être un qui nous regarde. Je suis sûr qu'il n'y a pas juste un grizzly qui nous regarde, mais il y a probablement d'autres yeux qui nous regardent en ce moment. Le corbeau, c'est un animal très opportuniste et très intelligent. En fait, je pense souvent qu'il nous ressemble beaucoup, mais en fait, peut-être encore un peu plus intelligent. D'après les mythes, les autochtones, surtout dans l'intérieur d'Alaska, ils pensent que c'est le corbeau qui a créé le monde. Lui, il sait comment approcher les caribous. Il a des ailes, moi j'en ai point. Alors je fais avec ce que j'ai, on verra.
qu'il fait là? Il est en train de... Ben là, il me semble qu'il est en train de chasser les petits écureuils de l'Arctique. Il sait que l'hiver va arriver, je pense que c'est les derniers jours avant d'hiberner. Il vous a vu? Je pense qu'il s'est aperçu à un moment donné de ma présence, mais il est tellement occupé. Il pourrait pas vous prendre pour un petit écureuil de l'Arctique si vous voyez? Les ours, ils sont assez sauvages ici encore. Face à l'être humain, ils sont très farouches. Mais certaines de leurs actions sont imprévisibles. C'est un bestiau qui pèse combien ça? Celui-là, il est assez petit, parce qu'on est quand même dans une région où il ne bénéficie pas de la pêche au saumon. Celui-là, peut-être 300 kg, 250 kg. Donc il est plus costaud que vous. Ah oui. Alors si c'était fâché l'ours, qu'est-ce qu'il aurait pu se passer? Un ours, ça attaque comment? Souvent, il joue un peu avec sa proie. Il utilise ses bras. J'ai un ami, photographe animalier très connu, Michel Oshino, qui est disparu il y a quelques années. Il était dans sa tente et l'ours l'a attaqué 2 coups et c'était fini. En Alaska, il y a beaucoup d'accidents avec les ours? Chaque année, oui. Chaque année, il y a des gars qui se retrouvent à l'hôpital. Il y a toujours des conflits. Et malheureusement, l'être humain n'a pas compris qu'il faut laisser la priorité aux ours. C'est un terrain où il court tellement plus vite que moi, il pourrait me rattraper en 2 temps de mouvement. Vous pensez que de prédateurs, vous pouvez devenir proie? Vous y pensiez quand vous étiez là-bas? Ah mais toujours, toujours. Dans cet espace, on se rend compte que finalement, on fait partie de la chaîne et qu'on n'est pas tout en haut de la chaîne. C'est le grizzly qui est en haut. Vous pensez que vous êtes un privilégié de pouvoir voir ça? Je suis un privilégié, c'est sûr. C'est rare de trouver une place sur cette planète où on peut être tête à tête avec un grizzly. Ça veut dire quoi là, qu'il faut maintenant rentrer parce qu'il y a encore une vingtaine de kilomètres pour rentrer? Les caribous qu'on avait aperçus, ils ont disparu. Et je suis sûr que la présence de l'ours n'a pas fait notre affaire. Le souvenir que vous allez emporter de l'expédition, ça peut être ce grizzly qui est en train de chasser. Et j'aurais bien aimé approcher ces caribous, mais le souvenir, c'est le grizzly dans les grands espaces, mais pas seulement. C'est de se retrouver dans un contexte qui me rappelle vraiment un contexte préhistorique. C'est d'une beauté. Pour moi, ça m'enrichit mon voyage. On peut dire ici que c'est le Far North, comme on parlait autrefois du Far West? Oui, je pense que c'est une image d'Alaska qui est possible. C'est le Far North, par exemple, au niveau de l'exploration. Et pour beaucoup de gens, des gens qui n'ont pas su mener leur vie ailleurs, ils viennent en Alaska peut-être pour se réinventer. Les gens du Far West venaient chercher de l'or. Quelle sorte d'or vous êtes venus chercher?